Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver sur cette vidéo, de vous retrouver sur ma chaîne. Ça me tient à cœur de faire cette vidéo-là parce que on va parler tout simplement du Covid, voilà. Qu'aujourd'hui, que ce soit l'âge, que ce soit votre culture, que ce soit votre activité, que ce soit partout, il est vraiment organisateur de toutes choses. C'est aujourd'hui le Covid, tous les éléments viennent converger autour de cet élément-là. Par les mesures, par les restrictions, on est tous restreints par cet événement-là, en fait. Donc c'est important, je trouve, de venir en parler, venir en parler d'un autre point de vue, d'en parler tranquillement et d'en discuter avec des mots moins savants que ce qu'on peut en entendre et pouvoir vulgariser un peu tout ce qui s'y fait en fait et toutes les conséquences que cela engendre dans notre société. Alors déjà, c'est important pour moi de d'abord faire un petit point épistémologique, mais vraiment rapide, hein, histoire vraiment juste de situer où on en est à peu près là au moment où on tourne la vidéo et pouvoir venir critiquer les chiffres en les mettant dans leur contexte des autres maladies et des autres problèmes de santé publique en France. Alors le Covid-19, ou 21 d'ailleurs, hein, c'est un virus qui est transmissible soit par voie aérosol, soit par le toucher. Enfin, d'ailleurs, c'est les deux. Hein. C'est pas soit, c'est les deux. Cette année, on est rendu à 72 000 décès en France. C'est-à-dire qu'on a eu un premier passage à partir de mars où il y a eu un peu plus de 30 000 décès. Puis nous avons eu, depuis le début de l'automne, à peu près par là, euh, un nouveau pic, une nouvelle arrivée de cette maladie avec 41 000 nouveaux décès. Ce qui fait un total du coup de 72 000 comme on l'a dit, histoire de le mettre en perspective par rapport à la grippe. On parle souvent, ouais, peut-être que c'est une grippe, une bonne grosse grippe. Il faut savoir que la grippe en France se compte, les données épistémologiques se comptent sur une durée de 8 semaines et que durant ces 8 semaines, il y a 15 000 à 20 000 décès par année euh, par rapport à la grippe. Je trouve important aussi de le mettre en relief par rapport au tabac. Il faut savoir qu'en France, il y a 73 000 morts liées au tabac. Donc, effectivement, le tabac, si on en lit les chiffres comme elles sont, le tabac tue autant que le Covid en France. Ce qui veut dire qu'il faut mettre les choses en perspective, c'est-à-dire que le Covid est vraiment percutante et tue vraiment en France. Et pour ce qui est du tabac, évidemment aussi. Et le tabac est quelque chose de très toléré et qui est complètement admis dans notre société. Bon, il y a les campagnes pour lutter contre le tabac, mais bon, c'est pas une lutte non plus féroce. Hein. Aujourd'hui, ce qui va être vraiment important de mettre en perspective, donc vous voyez, ce sont deux chiffres qui sont vraiment importants et il y a une vraie mortalité importante. Mais il y a quand même quelque chose à venir critiquer de ça. Hein. Parce qu'il faut savoir que l'âge médian du Covid-19, lorsque l'on en décède, est de 85 ans. 85 ans, le tabac, lui, c'est 65 ans. Donc déjà, on a une différence d'espérance de vie de 20 ans, si je ne me trompe pas. C'est énorme, 20 ans. Enfin, je sais pas, il y a un devoir de priorité à faire. Mais encore, si ce n'était que ça, moi personnellement, ça ne me dérangerait pas d'être sous les mesures et vraiment de restreindre nos libertés, tout ça. Mais moi, ce qui m'interroge vraiment, vous voyez, c'est l'espérance de vie avec le Covid et l'espérance de vie sans le Covid. C'est-à-dire que les personnes qui décèdent du Covid-19
en France ont l'âge médian de 85 ans. Comme je le disais tout à l'heure, l'espérance de vie des hommes en France est de 79 ans et les femmes de 85 ans. Donc quand vous commencez à regarder un petit peu, si l'espérance de vie en France des hommes est de 79 ans, des femmes à 85 ans, et que l'âge médian des personnes qui décèdent du Covid ont 85 ans, je vais pas dire qu'on se fout de notre gueule, mais un petit peu quoi. Hein. Mais bon, il faut lutter contre la menace, il faut lutter contre le Covid, parce que c'est très important, on l'a vu par les chiffres, enfin vous voyez bien que les chiffres parlent par eux-mêmes. Non, ce qui est important maintenant, je trouve, parce qu'on a assez discuté de tout ce qui est épidémiologique et ça prend une place médiatique assez importante, c'est de pouvoir vraiment voir le point de vue psychique des individus pour chaque âge et de voir quel rapport ont les gens par rapport au Covid et qu'est-ce qui a changé depuis que le Covid est arrivé dans notre société. Tout d'abord, j'ai envie de prendre le cas des enfants, des nouveau-nés, enfants, toute la tranche d'âge jusqu'à, on va dire, 7 ans, 10 ans, enfin, vous comprenez un peu l'idée, quoi. Déjà, il faut prendre en connaissance que pendant l'enfance, on découvre notre monde, on le découvre à travers nos sens, et on va venir découvrir le monde qu'on nous a offert via nos différents sens. Et nos différents sens, pour les découvrir, on a la vue, le goût, l'ouïe, l'odorat et le toucher. Et lorsqu'on est enfant, comment dire, ce qui est vraiment important pour pouvoir découvrir le monde quand on est enfant, c'est vraiment le toucher, le goût et la vue. Il y a aussi l'odorat, bien sûr, mais c'est surtout cela que je vais mettre en perspective pour vraiment appuyer sur le propos. Quoi. C'est-à-dire que pour la vue, pour le goût, pour le toucher, on va avoir de vrais problèmes parce que si les autres portent un masque, l'enfant il va découvrir son monde en voyant que les autres portent un masque lorsqu'ils sont à l'extérieur du cocon familial. Donc les autres, par définition, portent un masque. C'est-à-dire que ceux qui sont de la famille, c'est bon, il n'y a pas de problème et tout, mais ceux qui portent un masque, et en plus, attention, parce que eux peuvent avoir le vilain virus qui peut les rendre malades, quoi. Ensuite, on a le goût. Quand on porte un masque, c'est extrêmement compliqué de venir goûter les choses. Pour les enfants, c'est vraiment important de pouvoir venir découvrir les choses en goûtant ce qu'ils peuvent goûter. Parce que c'est ses premières sensations, c'est celles qu'il connaît lui-même, et c'est comme ça qu'il vient découvrir son monde. Donc du coup, s'il porte un masque, il ne va pas pouvoir goûter grand-chose. Pour ce qui est le cas du toucher, on leur dit tout le temps, ne touche pas ci, ne touche pas ça, parce que tu pourrais risquer de contaminer des gens, enfin, tout ça quoi. Et vraiment, c'est extrêmement contraignant pour l'enfant qui a besoin de toucher, de sentir, de venir comprendre son monde, quoi. Enfin, voilà. Bon, pour ce qui est de Louis, on va pas se le cacher, hein, ça devrait aller à peu près. On devrait arriver sur un développement pour Louis qui devrait bien se passer. Hein. Mais voilà. Bon voilà, ça j'en ai parlé. Il faut savoir qu'à l'école, pour les enfants, le masque est obligatoire, que ce soit pendant les cours ou dans la récré. Et donc vraiment, ça en vient un peu à ce que je disais tout de suite, c'est que toutes les personnes dont il va être en contact à l'extérieur de son foyer familial va porter un masque. Et donc vraiment, tous les autres sont une menace pour lui, entre guillemets, parce que tous les autres peuvent lui donner le virus qui va tuer en fait. Et puis voilà, effectivement, voilà. Ensuite, on arrive à l'adolescence. Donc les adolescents, tout ça, période pas simple, hein, non, c'est pas facile d'être adolescent, encore moins pendant cette période-là, parce que c'est un âge où on a une conception de notre physique, une conception psychique au stade de l'enfance qui tend à évoluer du coup vers
une conception de son corps adulte, mature, et un psychisme qui doit trouver ses repères pour s'assumer comme homme, comme femme. Et il y a de grandes modifications pendant cette période-là, et cette période-là est vraiment charnière pour tout le reste de la vie. C'est là que les éléments se forment et que toutes les conceptions de l'enfant vont se mettre à se mettre en place. Et donc d'arriver pareil avec cette constitution du monde où tout repose autour du masque. Ils vont arriver avec une phobie de l'autre et avoir peur de l'autre aussi, de ne pas s'associer avec les autres parce que les autres peuvent leur apporter le virus. Bon, j'ai un peu l'impression de radoter, mais vraiment, c'est vraiment charnière ça. C'est que tout ce qui est aujourd'hui en lien social, pour ce qui est des enfants et dans la construction des adolescents pour leur avenir, il y aura cette trace-là toujours toute leur vie et de manière quasiment indélébile. Pour ce qui est de l'adolescence, on a parlé du passage entre l'enfance et l'adulte. Donc d'un point de vue plus psychique, c'est les autres qui sont porteurs du virus. Et ça, on en a parlé tout de suite. Mais c'est vrai qu'on a aussi le discours de ceux qui nous gouvernent, aussi, qui nous dit on est en guerre et qu'on se bat contre un ennemi invisible. Ça donne un côté inquiétant de leur avenir. On leur demande de se projeter, d'avoir de l'espoir, de porter de l'engagement, de s'engager vers un projet. Et au final, on leur dit on a un premier message, ouvrez-vous au monde, faites bien les choses. Et dans un deuxième temps, on leur dit, ah mais non, là c'est fermé, les restaurants sont fermés, non, tu peux pas aller, tu peux pas faire ci, tu peux pas te projeter dans ça parce que tout est fermé en fait. Donc, quelle porte te reste-t-il? Mais ouvre-toi surtout. Surtout, reste ouvert, apprends les notions, c'est important pour ton avenir. Est-ce que tu as un avenir? On n'en sait rien, mais sur un malentendu, ça peut passer. Mais c'est vrai que du coup, l'adolescent en arrive aux conclusions où il ne sait pas s'il a un vrai espoir qui se présente devant lui, et c'est tout à fait justifié. Et il n'a surtout pas à les faire culpabiliser de ça. C'est la conséquence directe de l'organisation du monde actuel. On arrive aux jeunes adultes. Alors, comme la vidéo est un petit peu longue, je me suis uniquement cantonné à la condition étudiante. Donc, je suis désolé pour les jeunes entrepreneurs, pour ceux qui se sont mis dans la vie active plus tôt et ceux qui font des travaux manuels. Je suis tout cœur avec vous, hein, mais là, au vu du temps de la vidéo, j'ai vraiment parlé des étudiants. Il faut savoir que les étudiants, c'est vraiment eux qui vont être au cœur de la création, dans l'organisation du monde et dans la consolidation du monde comme il fonctionne actuellement. Ce sont les personnes qui vont organiser les événements, organiser les choses, entre guillemets. C'est aussi des personnes qui cherchent à se préparer pour un métier, qui apprennent beaucoup de choses, beaucoup de théories, en ce moment pas beaucoup de pratiques, et qui mettent des ressources cognitives ardues pour pouvoir assimiler les notions. Il faut savoir que la très grande majorité des étudiants sont encore en distanciel, qu'ils sont en contact très 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 étroit avec les professeurs qui d'ailleurs expriment les plus grandes difficultés à mettre en place leurs cours, parce que à chaque fois qu'on arrive à un nouveau semestre, on leur demande de changer l'emploi du temps au moins 2, 3, si ce n'est pas 4 fois une fois qu'il est terminé. À leur place, je serais vraiment épuisé. Et c'est le cas parce qu'on a eu un témoignage d'un professeur qui se disait complètement désabusé, de devoir changer tout le temps d'emploi du temps, de devoir se mettre dans un moule qu'on leur a dit, puis ensuite on leur dit de changer et tout, mais c'est pas des conditions pour enseigner. C'est pas possible en fait d'enseigner dans ces conditions-là. C'est pas.
Enfin, en tout cas, je suis solidaire de ça, quoi. Faut savoir que dans certaines facs ou même dans certains établissements, même voilà, dans tous les types d'établissements étudiants, il y en a, ça fait 1 an qu'ils ne sont pas retournés à la fac. Bon, il y en a qui sont retournés un peu au mois de septembre. Mais dans l'idée, c'est ça. Ça fait 1 an qu'il y en a qui ne sont pas retournés à la fac. C'est-à-dire que tout ce qui fait élément de leur progression, de s'engager dans la vie, ils le font chez eux. Depuis 1 an. Sans contact, sans contact visuel, physique. C'est quelque chose qui est extrêmement épuisant. Faut savoir aussi, à ces statistiques-là, je vous préviens, elles font un peu froid dans le dos, qu'il y a un étudiant sur deux qui souffre de troubles psychiques sévères. D'ailleurs, là où j'en ai parlé, où j'ai tiré ma source, parlait plus de dépression. Donc, c'est juste, je n'aime pas le terme dépression. Je préfère vous dire troubles psychiques importants. Et sinon, ouais, il y a quand même 1/5 des étudiants aujourd'hui qui ont déjà mis en scène leur suicide. C'est-à-dire qu'ils se sont déjà imaginés je vais mettre ça en place pour pouvoir me suicider sans laisser trop de traces ou être discret. Enfin, je trouve que c'est une statistique affligeante, c'est 20% des étudiants. Là, on parle de santé mentale, on parle de santé vraiment. Là, on parle plus d'idéologie Là, c'est la santé mentale des étudiants qui est en jeu, en fait. Donc, voilà, je suis là pour faire des constats, donc je vais rester à un simple constat de ça. On va aussi constater du coup une diminution des compétences, puisque effectivement, si les personnes n'arrivent plus en présentiel, ou que les examens ne sont pas en présentiel, alors il est très facile de se tenir une extension sur le téléphone ou autre pour pouvoir tirer quelques réponses. Et effectivement, on va arriver du coup sur une génération qui va avoir des compétences extrêmement diminuées par rapport à une autre génération antérieure qui passait des examens sur table. C'est une certitude. Et donc du coup, on est en train de former presque un nouveau type de métier à des gens qui connaissent par procuration en allant chercher ailleurs l'information. Donc on arrive à un nouveau stade d'apprentissage en fait. C'est différent. À voir si c'est mieux ou moins bien, hein. Chacun en discute avec soi-même. Autrement, il faut aussi prendre en compte que le fait d'être en distanciel comme ça, on est déjà dedans, à une égalité mais totale entre les étudiants. C'est-à-dire que l'étudiant qui est un peu favorisé, qui est issu de parents cadres, et l'étudiant qui exprime les plus grandes difficultés avec ses parents et où il ne se passe pas du tout une bonne ambiance, et que le niveau de culture de leurs parents, de leur culture, je trouve ça assez péjoratif, mais plutôt de leur niveau socio-économique, s'il est bas, ça va être extrêmement compliqué de réussir ces examens dans ces conditions-là. Les inégalités peuvent changer la note, mais de manière drastique. Ça n'a plus rien à voir avec la façon d'enseigner d'avant. Ensuite, ce qui est aussi à mettre en perspective, c'est que après ces études-là, une fois que tu as terminé tes études, il faut savoir que le taux de chômage en France est de 22,1% chez les 18-25 ans. Donc ça donne très envie de continuer ses études. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les entreprises licencient plus qu'elles ne recrutent, hein. Effectivement, quand le PIB en France chute de plus de 10%,
faut pas s'attendre à ce qu'ils recrutent, hein. D'ailleurs, j'ai vu un article, il me semble, du Figaro ou de Le Point, je ne sais plus exactement, mais ça fait longtemps de ça, que si on descendait en dessous de 10% de baisse du PIB, on serait entre 10 et 20 millions de pertes d'emplois en France, donc de personnes qui vont être au chômage. C'est cataclysmique, hein, clairement. On n'est pas prêt, hein. Le jour où l'État n'arrive plus à payer les aides, ça va être un carnage. Clairement, ça va être un carnage. Du coup, ce qui nous emmène joyeusement dans le monde des adultes, il faut savoir que il y a quelques années, on était à 9,7% des gens qui étaient dépressifs en France à l'âge adulte, et qu'aujourd'hui, on est rendu à 1 Français sur 5, c'est-à-dire 20%. 20% qui souffrent de troubles dépressifs. Bien que je n'aime pas trop ce terme-là, comme je l'ai expliqué plus tôt, mais on va utiliser celui-là. Donc 20%, c'est juste démentiel. Il y a 1 personne sur 5 qui est dépressif en France. C'est glaçant. Franchement, c'est glaçant. Ça refait un petit tour de circuit dans l'organisme, hein, quand on entend ça, mais attendez-vous à un deuxième tour, parce qu'il y a 9000 suicides par an en France. Bon, c'était déjà le cas les années précédentes. Il faut savoir que c'est quand même une donnée assez stable et qu'elle n'a pas augmenté ou diminué avec le Covid. Mais quand même, il faut le mettre en perspective, parce que c'est 25 suicides par jour, 9000 par an. 25 suicides par jour. Et donc c'est comme si, qu'en France, il y avait 1 personne qui se suicidait toutes les heures. Toutes les heures. Toutes les heures. Pour ce qui est aujourd'hui relié avec le Covid, parce que effectivement les causes se sont modifiées avec le temps. Donc ces causes de suicide, c'est premièrement dû à l'isolement, hein, on va pas se le cacher. Quand on est confiné, isolé et tout le tralala, et ben, c'est un petit peu difficile. Et puis on a aussi fermé toutes les formes de mouvement. On va pas se le cacher. Vous avez beau avoir de l'argent, si les bars sont fermés, si les restaurants sont fermés, si toute la culture a fermé ses portes. Donc quand je parle de la culture, on va mettre en perspective, hein. La culture, c'est les concerts, le cinéma, le théâtre, les festivals, les boîtes de nuit. On peut parler aussi des salles de sport autrement, hein. Et ça, c'est moins de la culture. Autrement, bah ouais, les commerçants, bah forcément, si tout est fermé, les commerçants sont complètement désespérés. D'ailleurs, ça n'étonnerait pas qu'on arrive à des soulèvements extrêmement importants, puisque ce sont tous les commerçants qui sont dans des difficultés atroces économiques. Ensuite, les personnes âgées. Donc, pour ce qui est des personnes âgées, ils étaient déjà très isolés, alors isolons-les encore un petit peu plus, sinon c'est pas drôle. Il faut savoir que tous les autres, tous ceux qui constituent leur monde, c'est-à-dire les adultes, les enfants, les adolescents, peuvent leur donner le virus qui tue. Et donc forcément, ils vont pas avoir très très envie de prendre contact ou d'aller les voir en fait. Parce qu'en fait, on leur inculque que les gens autour d'eux peuvent du coup les tuer en leur donnant le virus. Et c'est effectivement le cas, puisqu'on voit bien aussi chez la population au-dessus de 65 ans que effectivement le virus du Covid peut tuer. Et en attendant, l'isolement et le fait de ne pas accéder aux soins durant les confinements tendent à augmenter encore plus la mortalité et à diminuer l'espérance de vie sur les prochaines années. C'est quasiment une certitude. Parce qu'il y a eu beaucoup de rendez-vous en cardiologie ou je ne sais pas où, en kinésithérapie, qui n'ont pas été pris et qui sont très graves et qui ont des répercussions vraiment importantes dans la santé des personnes âgées.
il faut suivre les traitements, il faut suivre les rendez-vous, c'est important pour pouvoir voir comment évolue telle pathologie ou comment vous vous sentez actuellement, parce que c'est un âge où l'immunité est très faible. Enfin voilà. Donc oui, ils s'éloignent du monde adulte et ils sont complètement isolés, quoi. Ils sont complètement seuls. Enfin, tout ça pour dire que tous ces éléments vont avoir un impact vraiment à long terme. C'est-à-dire que tous les éléments qu'on a mis en perspective là, c'est-à-dire que ce soit pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes et pour les personnes âgées, tous ces éléments-là, même si tout devait s'arrêter, l'impact prendrait entre 5 à 10 ans pour vraiment être corrigé d'un point de vue développemental. C'est-à-dire que on a tellement traumatisé les gens, on leur a tellement dit que le virus est virulent et dur pour la population française et pour la population mondiale, et que c'est une pandémie mondiale, hein, bien sûr, c'est juste que là je discute des données françaises. Et bien tous ces éléments-là est en train de complètement pourrir tout ce qui fait construction dans notre société et tout ce qui fait construction pour soi. On a bien vu que si les enfants n'ont pas l'occasion de s'ouvrir au monde et qu'ils sont tout le temps avec le masque et tout, il va y avoir des problèmes développementaux à coup sûr. S'il n'y a pas déjà des problèmes développementaux, le fait d'essayer d'apprendre à lire et à écrire avec des masques. Enfin, c'est complètement ouf, quoi. Et puis pour ce qui est de la population des étudiants ou même des jeunes qui essayent de se lancer dans la vie active, il y a vraiment beaucoup d'espoir à travers ce message de se dire que tout est fermé et que peut-être que ça peut durer encore très longtemps. Avec la prolongation d'ailleurs de l'état d'urgence jusqu'au 1er juin. Chacun s'en fait son avis, bien sûr, juste ou pas juste. Non, vraiment, en tout cas, tous ces éléments-là, moi, c'est personnellement, en tout cas, si je dois donner mon point de vue, ça me donne vraiment froid dans le dos. Franchement, ça donne froid dans le dos. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et il est grand temps que ça s'arrête. Il est grand temps qu'on mette les choses en perspective et qu'on comprenne enfin, vraiment, mais vraiment, que le vrai risque, il est social, il est développemental, il est économique. Le risque sanitaire est présent, il peut s'ouvrir, il peut y avoir effectivement une augmentation de cas, mais il n'y aura jamais un équilibre entre ce qu'on est en train d'apporter là d'un point de vue sanitaire et toutes les pertes qu'on est en train d'avoir d'un point de vue uniquement psychique, parce qu'on a à peine parlé d'économie, on a à peine parlé, on a parlé de pas grand chose en réalité. C'est démentiel. Enfin voilà, ça me tenait à cœur de pouvoir en parler, de pouvoir donner quelques chiffres. Il faut savoir que la majorité de ces chiffres, je les ai tirés de Santé publique France. J'ai aussi été sur l'INSEE, j'ai été aussi consulté de la presse comme Le Monde, Le Figaro, Le Point. Enfin voilà, ce ne sont pas des chiffres bateaux qui ont été tirés au pif et en mode oh tiens, si je donnais ce chiffre là, quoi. Enfin voilà, et bah avec tout ça, message très positif, hein, message d'avenir clairement. Je vous souhaite une bonne soirée et que les choses puissent s'améliorer de votre côté et que vous arriviez à trouver vos éléments pour pouvoir vivre un peu plus en paix dans ce monde qui se crie en guerre. Voilà, bonne journée à vous, au revoir.